Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour Emma, Bonjour Serge, bonjour tout le monde. bienvenue à notre deuxième épisode de notre webinaire série sur les émotions avec un titre audacieux, arrêter d'éviter les émotions, utiliser. Alors on va regarder ça avec Emma. Emma, est-ce que tu peux juste te dire quelques mots pour te présenter tout d'abord? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous me voyez? Parce que je ne me vois pas là sur l'écran, Serge. Je ne te vois pas non plus. Ah, donc je ne sais pas pourquoi. Je ne suis plus visible. Hop, est-ce que je vais réapparaître? Et oui, me voilà, je pense peut-être, bien sûr. Le Bon, soleil. bonjour à tout le monde. Oui, alors je me présente Emma Larivière. Je suis coach, executive coach, coach d'équipe et certifié en intelligence émotionnelle, à savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est mon domaine d'expertise, mais au-delà de ça, c'est aussi une vraie passion, tout ce qui touche aux émotions. Voilà, et on intervient ensemble dans des transformations culturelles, euh, des organisations, ça peut être souvent des grosses organisations, mais aussi des plus petites. Voilà, et moi je suis le fondateur et dirigeant de Changeable, donc je reviendrai un tout petit peu pour présenter Changeable, mais en gros vous avez compris, on est plutôt en train de travailler le changement, la collaboration et les transformations. Voilà pour cette petite présentation. Je ne peux pas vous lancer la parole pour vous demander de vous présenter, sauf que vous pouvez utiliser le chat, évidemment. Mais j'ai regardé un peu qui étaient les inscrits, donc il y a beaucoup d'inscrits encore aujourd'hui, merci. On a des participants qui sont très variés. Des grandes mutuelles sont présentes, beaucoup de sociétés de la santé aussi, de la recherche, dans l'aviation, l'informatique, etc. Très flatté également d'avoir pour la première fois, des personnes qui sont au Québec. Euh, Oh, Ça sera peut-être plutôt en replay. Je ne pense pas qu'ils assistent au live, mais voilà, bonjour à eux, merci. Et puis on a évidemment de plus en plus de nos collègues, nos confrères qui visiblement, que nous inspirons visiblement, voilà, avec nos webinaires. Donc merci à tous en tout cas, merci d'être nombreux à nous suivre et entamons ce webinaire sur les émotions. Ce que je voulais commencer, ce par quoi je voulais commencer, c'était vous dire, ou rappeler finalement qu'il y a un certain nombre de sujets, de défis qui nous amènent, ou qui nous amènent, ça vous inclut aussi, hein, à proposer une nouvelle culture. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez dans le chat éventuellement quels sont vos défis. Voilà. Ça peut être ceux qui sont formulés là, ou ça peut être d'autres choses. Les défis qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est la question du sens, la question de l'engagement, de la performance. Évidemment, la question de l'intégration, de l'inclusion sur les différentes générations, sur les différentes cultures également. On a aussi des grosses préoccupations, des gros défis sur la collaboration, intelligence artificielle générative ou pas, et humain. Les problématiques du changement continu. Hein, on a tellement été habitué à pas changer en continu ou à pas changer du tout que, évidemment, quand il faut changer en continu d'un coup, c'est un peu violent pour certains. Et puis tout ça, ben, évidemment, ça amène de la créativité. Enfin, en tout cas, on nous demande de la créativité, on nous demande de l'innovation, parce que pour construire demain, il va falloir faire différent d'hier. Et puis, évidemment, il y a les sujets RSE, futur souhaitable, hein, développement ou engagements sociétaux, engagements environnementaux. Tout ça en préservant évidemment une performance économique. Voilà. Et donc tout ça, finalement, c'est des éléments qui sont clés et qui amènent finalement à réfléchir sur une nouvelle culture, à construire une nouvelle culture dans les organisations. Et la question fondamentale, c'est comment on va y collaborer, et certainement pas de la manière dont on collaborait hier. Et c'est une des raisons d'être finalement de Changeable, de travailler en fait sur ces deux questions. Alors pour cela, eh bien, on a une communauté d'une quarantaine de personnes d'agents de changement en fait qui ont voilà différentes qualités comme Emma et moi, mais avec sociologues, avec des historiens, etc. Facilitateurs en intelligence collective, voilà. Tout ça au service du changement. On a un motto, c'est faire partie de la solution plutôt qu'entretenir le problème. Ça, c'est vraiment clé. Il y a beaucoup de gens qui coachent d'ailleurs, ou qui font des choses qui sont formidables, mais ils sont là pour entretenir le problème, parce qu'ils le connaissent bien. Nous, on est plutôt là pour faire partie de la solution et challenger tout ça. Et justement, notre ADN, c'est challenger et en effet questionner, susciter le sens, proposer un autre regard, décrire une histoire différente. Voilà.
Et pour cela, quoi de mieux qu'un joker, dans un jeu, vous le savez, c'est une carte qui va amener à dépasser les règles actuelles, à s'affranchir des règles actuelles, du jeu régulier, et puis d'inventer un élément nouveau, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de collaborer, une nouvelle façon d'interagir. Et c'est exactement finalement le rôle que nous avons aujourd'hui sur 4 domaines, notamment la collaboration, bien entendu, sur la culture corporate, et notamment la culture managériale, sur la question du leadership, qui est sous-tendu finalement par les 2 précédentes. Quel leadership pour pouvoir soutenir la nouvelle culture qu'on met en place et pour pouvoir mettre en place cette collaboration transverse entre les différentes, que ce soit dans l'entreprise d'ailleurs ou avec les partenaires externes. Et puis le dernier point, les projets de changement, c'est-à-dire que ces changements de culture, tout ça, évidemment, les changements de toute façon sont basés sur la question du changement des comportements et de l'homme. Et évidemment, ces sujets, ça ne se gère pas comme le déploiement d'un outil informatique ou d'une nouvelle machine. Ça se conçoit, ça s'anime, ça se pilote et ça se propage d'une manière particulière. Et c'est aussi notre savoir-faire et donc que nous accompagnons. Voilà, donc être le joker pour déployer les modalités de performance du XXIe siècle. Et ça, pourquoi je vous ai mis l'innovation, bien-être, santé, performance globale, bien entendu. Et avant ça, finalement, notre action, elle va développer ce qui est sur la couche basse, c'est-à-dire le nouveau leadership, les engagements collaborateurs, les prises d'initiative ou de responsabilité, les expériences collaborateurs, l'attractivité, etc. Tout ça, qui est le terreau, finalement, qui permet ensuite d'aller chercher la performance. Voilà, on est le joker aujourd'hui de quelques sociétés déjà, où on l'a été dans les années qui nous ont précédés, et puis peut-être que demain, votre logo aussi figurera là-dessus. Emma, est-ce que tu peux juste nous introduire un peu le sujet des émotions pour que nous soyons tous, on va dire, à la même page quand on parle de l'émotion pendant ce webinaire? Avec plaisir. Alors, l'émotion, d'abord, ça provient du mot latin qui veut dire emovere, et le préfixe e qui signifie hors de, et movere qui veut dire mouvement. Et je pense que c'est très important de rappeler l'étymologie de ce mot qui exprime ce qu'est l'émotion, parce que l'émotion, c'est finalement le résultat d'une interaction entre mon monde interne et l'environnement, un stimulus du monde externe. C'est une réaction que j'ai par rapport à la perception d'une situation que je me fais. Et l'émotion, c'est tout simplement, il faut vraiment la prendre comme telle, c'est une information que m'envoie mon cerveau suite à une pensée. Alors, on ne sait pas si la pensée, elle est avant, juste après ou en même temps, mais qui va surtout me pousser à agir, me pousser à soit fuir, soit me battre, soit rester en tétanie. Et l'idée, c'est de se demander, et si on utilisait cette information, cette émotion de façon plus consciente? Et si on profitait de cet alignement de soi avec celui de nos actions, ça serait pas mal, Serge. Oui, complètement. Et je fais un point là-dessus tout de suite en disant, on entend beaucoup de gens qui parlent de maîtriser ou de gérer les émotions, de contrôler les émotions. Enfin, c'est vraiment pas le sujet, quoi. On est hors sujet quand on utilise ces termes-là. Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'ils signifient. Je ne sais pas si pour vous ça signifie quelque chose de précis. Pour moi, en tout cas, ça ne signifie rien de précis, ou gérer. En revanche, utiliser, oui, c'est quand même un petit peu plus clair. Et je pense qu'il y a souvent une confusion entre l'émotion et le comportement. Autant difficile de maîtriser une émotion, c'est possible, mais il faut quand même être assez bien formé pour le faire. En revanche, il est un petit peu plus facile de maîtriser les comportements par les émotions. Donc on verra ça tout à l'heure. Utiliser les émotions, c'est évidemment un élément de collaboration qui est fondamental dans la collaboration. Et si je vous pose la question de qu'est-ce que c'est bien collaborer, j'aimerais que dans le chat, vous puissiez me dire quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire bien collaborer? Comment ça se décrit une équipe qui collabore bien? Les 2-3 mots finalement que vous voyez. Je regarde sur le chat si je vois des choses apparaître. Et je vais vous laisser écrire un peu, mais je vais vous donner ma vision. En général, on parle d'une équipe qui collabore bien quand il y a un résultat qui dépasse souvent les attentes.
quand il y a une qualité de relation entre les membres de l'équipe, où chacun se sent à sa place, chacun se sent soi-même, faisant Ah, ça y est. dans la bonne humeur, la créativité, la solidarité, quand il y a des prises de décision simples, la résilience, etc. Il y a plein d'autres choses, mais voilà, bien collaborer, souvent, c'est avec ces terminologies-là qu'elles sont exprimées. Alors Serge, il y a des choses qui sont apparues, hein. Donc il y a Pasquina qui nous dit une bonne communication, c'est la base. Il y a Prune qui nous dit c'est de l'échange, de la collaboration, de l'écoute et du respect de l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'aime bien cette idée de bien communiquer parce qu'en effet, tout ce que j'ai reprécisé là, en fait, ça se base sur la question de la communication. Et bien communiquer ensemble, bien collaborer, j'ai envie de dire, c'est bien communiquer. Et donc, bien communiquer, c'est la bonne écoute, c'est faire silence, c'est verbaliser évidemment ce qu'on peut ressentir, etc. Et c'est aussi s'autoréguler en équipe, hein, individuellement, mais c'est aussi en équipe. Pour que ce qui a besoin d'être dit puisse être dit et que ce soit utile, hein, au groupe. Et puis, évidemment, bien communiquer, ça repose, sur la question de vivre ses émotions. Comment je vis mes émotions? Si je ne les vis pas bien, il y a de fortes chances que ma communication ne soit pas bonne. Et donc, du coup, que ma collaboration ne soit pas bonne. Et donc, du coup, etc., etc., etc. C'est la question de la performance. Voilà. Pour aller plus loin là-dessus, mais on ne va pas prendre plus de temps. Quelques points, Emma. Oui, alors, 2 points très importants pour nous, hein, d'après nos observations, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle peut se développer en équipe et elle a vraiment toute sa place en équipe. L'intelligence émotionnelle, c'est un muscle, hein. C'est un muscle qu'on peut pratiquer jusqu'à l'âge de 50 ans. Serge, c'est trop tard pour nous, mais on essaye, on insiste. À la différence de l'intelligence cognitive, hein, du quotient intellectuel qui, lui, est fixe dès l'âge de 17 ans et n'évolue plus après. Donc, ça se développe en équipe et évidemment, la recherche montre que l'intelligence émotionnelle, va influer énormément sur à la fois notre bien-être, sur notre capacité à collaborer et au bout du bout, sur la performance globale de l'organisation. Absolument. Alors, tu voulais nous parler un petit peu de l'intelligence émotionnelle? Oui, alors, je voulais vous donner un petit peu de théorie avant, mais après, vous verrez, on ira dans le vif du sujet, dans l'opérationnel. On a perdu Emmanuel. Alors, problème de connexion. Voilà. Écoutez, je vais poursuivre à sa place. Donc, Goleman, finalement, dans son ouvrage, et il s'est inspiré d'ailleurs d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat si vous nous entendez bien? Parce que j'ai un petit doute, finalement, que ce soit. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, mais est-ce que quelqu'un dans le chat peut écrire si nous vous entendez bien et si vous nous voyez bien, toujours, s'il vous plaît? Ouais, ok. Ah, super, merci beaucoup, Pasquina. Alors, je vais vous reprendre ce modèle de Goleman. Je ne sais pas pourquoi j'ai été éjectée, mais le régisseur m'a fait rentrer à nouveau. Mais ce modèle de Goleman, alors il y a plusieurs modèles d'intelligence émotionnelle, et celui-là, c'est celui que Goleman a vulgarisé, hein, Daniel Goleman, au travers d'un bouquin très célèbre. Et il nous montre un cadran dont vous voyez la partie supérieure qui va être moi, et puis la partie inférieure qui va être moi en interaction avec les autres. La première dimension, hein, cette dimension numéro 1, c'est ce que Daniel Goleman va appeler la conscience de soi. La conscience de soi, c'est comme le numéro 1 et le numéro 2, c'est la dimension intrapersonnelle. Intrapersonnelle, donc étroitement liée à l'introspection. L'idée dans cette première partie, c'est combien je vais être capable de connaître mes émotions, de les nommer, de les exprimer, et puis de les reconnaître, et puis surtout d'appréhender les comportements qu'elles vont engendrer. Ça, on va pouvoir le faire, Serge, et, au travers
de différentes choses, telles que par exemple l'outil, le test EQI qu'on utilise, qui va nous permettre juste d'avoir une photo de où en est notre intelligence émotionnelle sur 15 compétences à ce moment-là. On va pouvoir aussi le faire au travail de l'expérimentation. L'idée ici, c'est bien de vous montrer comment on va pouvoir travailler cette intelligence émotionnelle. Dans la deuxième partie, Daniel Goleman va appeler ce qu'il appelle rester maître de ses émotions. Alors, Serge vous l'a expliqué tout à l'heure, nous on aime bien dire rester le pilote de ses comportements. Maîtriser ses émotions, c'est pas donné à tout le monde. Mais en tous les cas, rester le pilote de ses comportements, c'est tout à fait possible. Et là, l'idée, c'est de pouvoir s'auto-réguler pour mieux s'adapter à l'environnement dans lequel je suis ou face à la personne à laquelle je suis. Ça, c'est tout ce qui est dimension intrapersonnelle qui me concerne moi et que moi. Et puis Daniel Goleman, ensuite, l'intelligence émotionnelle, c'est surtout comment je vais utiliser cette information de moi avec l'émotion de l'autre. Et bien, la troisième partie, ça va être l'empathie. L'empathie, on en entend beaucoup parler, Serge, c'est très à la mode. Et c'est bien, parce que l'empathie, en effet, c'est très important. Alors, on va avoir différents types d'empathie. L'empathie, ça va être la capacité que j'ai de me connecter, de me mettre dans tes chaussures. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'empathie cognitive. Je me mets juste dans tes chaussures. C'est déjà pas mal. Mais il y a une étape au-dessus qui va être l'empathie émotionnelle. C'est je me mets dans tes chaussures et je me connecte à ton émotion. Mais si je reste là, je peux me faire submerger par ton émotion ou alors être inhibée par ma propre émotion. Et donc, on va parler ensuite d'une troisième empathie qui va être l'empathie mature, qui va me permettre de pouvoir me mettre dans tes chaussures, ressentir ton émotion et rester le plus neutre possible pour pouvoir t'apporter peut-être la meilleure décision ou le meilleur geste de réconfort, adapté. C'est ça, la belle empathie. Et puis évidemment, la quatrième dimension qui va être influencer les comportements des autres et du groupe, et bien là, c'est comment je vais être capable, au travers de ces trois dimensions, de pouvoir influencer, mais positivement, hein, on ne parle pas de manipulation, mais en tous les cas, influencer les comportements des autres et du groupe. Et là, on comprend comment ça fait sens avec la collaboration, évidemment. Super. Si je vous demande là, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Est-ce que vous pouvez nous... Voilà, je vous ai mis un petit guide là pour vous aider à identifier l'émotion qui vous anime, le ou les. Et si vous pouvez nous les envoyer dans le chat, c'est promis, on le communique à personne après. Hein. Allez, on vous laisse 30 secondes. Je regarde dans le chat. Alors, non, on n'a rien pour l'instant, Serge. On va vous laisser. Ah, ça y est, ça arrive. Donc, on a Pasquina qui est très active aujourd'hui. Merci Pasquina, qui nous parle de sérénité. Très bien. Très bien. Les autres aussi, hein, vous pouvez y aller. Si je vous demande par exemple pourquoi vous me coupez la parole, ou pourquoi vous êtes en train de dessiner, ou encore pourquoi vous vérifiez votre téléphone ou votre montre en m'écoutant, peut-être que votre réponse serait en fait, je ne peux pas entendre ce que tu me dis parce que ça me stresse, ou j'ai peur que l'on perde du temps si je te laisse trop parler, ou j'ai besoin de me calmer en dessinant, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les émotions, finalement, elles s'expriment tout le temps, dans le quotidien, absolument tout le temps. Tu avais un exemple, je crois, aussi sur une étude qui a été faite sur les juges, Emma. Ouais. Alors ça, c'est assez bluffant, mais il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur les juges et comment et combien les juges pouvaient être impactés par leur émotion. Alors c'est fou parce qu'on se dit que le juge, c'est celui qui devrait être le plus à même de pouvoir trancher de façon objective, factuelle, avec discernement. Eh bien, imaginez-vous, on pourra d'ailleurs vous mettre, si vous voulez, juste la petite copie de cette étude, qu'on a montré combien les juges, Serge, étaient impactés, ne serait-ce que par la météo du jour, par les résultats du foot de la veille, et par d'autres éléments assez perturbants
au-delà du dossier d'instruction. Et ça a été mis en avant. C'est pas anodin quand même. Complètement, en fait, et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour se rappeler une chose. Moi, quand j'entends ou je lis des magazines très intéressants qui parlent de la décision rationnelle, ou etc., ou des comportements rationnels, en fait, je pense que nous avons l'idée ou la croyance que nous avons des prises de décision et des comportements rationnels. Mais comme on l'a vu, dans les exemples que je vous donnais ou dans celui que tu donnes, en fait, les émotions, elles sont partout. Elles animent plein de petits comportements, plein de petites décisions, plein de petites choses, et elles rayonnent évidemment dans chacune de nos interactions, chacune de nos décisions, chacun de nos comportements. C'est intéressant de prendre conscience de ça et de prendre une certaine humilité finalement par rapport à nos prises, notamment nos prises de décision et nos relations finalement de collaboration. Il y a aussi un élément qui est important, c'est comment dire, on est parfois animé d'un fatalisme, c'est-à-dire que par rapport à certaines émotions, on va considérer qu'elles sont normales. Voilà. J'accepte d'être stressé, ou d'être apeuré, ou d'être énervé, ou d'être ennuyé, etc., par les situations que je vis. Et je mets en place inconsciemment, finalement, des comportements parasites ou compensatoires, qui nous amènent finalement à être complètement désalignés, complètement décentrés. Et donc, évidemment, dans les situations de collaboration, ça vient gêner. Hein. C'est vraiment des cailloux, c'est pas des grains de sable, c'est des cailloux dans la chaussure. Mais nécessairement, ça va déboucher très vite en tension. Et donc, c'est une opportunité, évidemment, de dépasser tout ça. Il y a aussi dans ce fatalisme, ou l'inverse plutôt de ce fatalisme, l'idée qu'en fait, on peut prendre cette responsabilité de cette émotion, et que ça peut être une source de prise d'initiative et de changement ou de maturation, et qui va apporter de la satisfaction, de la reconnaissance à la personne et potentiellement également à l'équipe. L'idée derrière, c'est je peux être moi-même quand je travaille avec toi et je mets en place une liberté pour que je puisse être moi-même. Et en fait, ça sert tout le monde. Très utile, évidemment, quand on est dans une démarche de co-construction, lorsqu'il y a des tensions qui adviennent, pour éviter qu'elles s'enveniment en conflit, et puis lorsqu'il y a des situations imprévues qui surviennent, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Voilà. Et donc ça nécessite, on parlait de changement de culture tout à l'heure, ça nécessite qu'on vienne travailler les normes sociales et qu'on vienne changer les normes sociales. Et que, au moins dans le lieu où nous sommes, c'est-à-dire notre équipe, eh bien, on dise, OK, les normes sociales pour notre équipe, ça ne va pas être celles des autres, nous, on va prendre celles-ci. Parce que c'est avec celles-ci qu'on va pouvoir assurer cette liberté, assurer cette authenticité d'échange et le fait que chacun se sente bien pour pouvoir collaborer. Et un élément qui est extrêmement important. On a mis quelques éléments qui sont là sur les concepts, l'importance, l'action et l'impact. Je ne vais pas passer tout en détail. Ce qui est important, c'est l'action, comment on agit finalement là-dessus pour ressentir, nommer les émotions. Comme vous l'avez vu, souvent c'est utile d'avoir le petit dessin que je vous ai mis tout à l'heure pour arriver à nommer son émotion, parce que c'est extrêmement difficile. Donc ça s'entraîne, tu le disais, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Il ne faut pas hésiter à le mettre en place. Donc la cartographie, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous demander, on vous la donne. C'est également important de travailler des routines, des routines sur la manière dont on va un moment se poser pour se demander ce qu'on ressent et un moment pouvoir échanger, partager ces émotions, les exprimer. Parce que c'est absolument pas dans les normes sociales de la culture française actuelle. Regarde un certain nombre de cultures. Les cultures asiatiques sont pires encore. Enfin, si je puis dire. Pardon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elles ont des très bons côtés sur d'autres aspects. Voilà, il y a évidemment des accompagnements de développement à la collaboration qui peuvent être mis en place et sur lesquels on va travailler cet aspect-là, qui ne sera pas un aspect focal, mais ça fera partie de l'accompagnement. C'est évidemment important. Et puis il y a le travail culturel qui est dans son ensemble, qui là évidemment peut l'amener. Impact, la liberté, communication saine. J'insiste sur le mot saine de la communication. Voilà.
Emma, deuxième. Alors Serge, si tu veux bien revenir sur la page d'avant, Mais parce bien que sûr. pour notre public, on a marqué en haut Serge en anglais et je suis pas sûre que tout le monde comprenne, donc c'est important qu'on puisse leur dire quelque chose qui est important, qui est le process de l'émotion. Vous voyez en haut, on a marqué, on a écrit name, claim, tame, reframe. Moi, ça c'est quelque chose qui me guide au quotidien. Donc, je nomme, j'exprime, j'arrive à nommer mon émotion. C'est un vrai travail que d'apprendre à nommer son émotion. Je l'exprime, claim. Tame en anglais, ça veut dire je la dompte. Et j'arrive finalement à l'apprivoiser, cette émotion. Et reframe, eh ben, pour pouvoir me réajuster, me recadrer ma pensée, réajuster mon comportement. Voilà, et donc ça, avec le name, claim, tame, reframe, on a bien ce process de l'émotion qui est un process très fort. Lara qui nous demande la cartographie. Oui, vous pouvez envoyer-nous. Vous avez en bas de l'écran un petit bouton pour participer à nos masterclass, etc., qui nous permet d'être en contact et vous m'écrivez, je vous l'envoie. Et Laurent qui nous disait qu'il était déstabilisé. Oui, je voulais lui demander est-ce qu'il est déstabilisé par les propos que nous avons dans ce webinaire ou par d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas, Laurent. Merci de cette précision, en tout cas, Emma. Oui. Alors, le deuxième point, c'est cette fameuse dimension encore intrapersonnelle, hein, qui est de pouvoir rester le pilote de ses émotions. Et là, vous voyez, en anglais, on a mis leave the dance floor and go on the balcony. Alors, je vais vous expliquer ça au travers d'un exemple qui m'est arrivé dernièrement. J'accompagnais un dirigeant qui m'expliquait qu'un jour, imaginez-vous, en pleine réunion, il a fermé son ordinateur et il est parti de la réunion. Et quand j'ai travaillé avec lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit, je me suis sentie attaquée, on m'a manqué de respect, j'ai été challengée, ce qui est tout à fait normal, hein, lors d'une réunion, j'ai été challengée, et je me suis sentie tout d'un coup submergée par tellement d'émotions, je ne pouvais plus rester là, je perdais complètement mes moyens, et je suis partie. Et j'ai laissé les autres comme ça, en plan, et les autres n'ont pas compris ce qui se passait. Là, c'est l'image du dance floor. Vous imaginez, le dance floor, c'est quand on est sur la piste de danse, en discothèque. Et là, on est dans l'action, et sur la piste de danse, vous avez la musique, le bruit, les émotions, tout ça, et on est submergé. Ça nous prend. On est transporté même. Et là, l'idée avec ce dirigeant, ça a été d'apprendre à adopter une posture d'observateur. Je me mets en observation de ma propre émotion, de ce qui se passe là quand je suis sur la piste de danse. Et c'est ce que nous, on va appeler la posture méta. Et ça permet de prendre du recul, cette posture-là, et ça permet aussi de relire la situation, et on peut le faire très vite, hein, et de ne pas avoir surtout à couper la communication. Ce qui s'est passé, c'est que ce dirigeant, il n'a pas été, il a pas réussi à exprimer pourquoi il était en inconfort, pourquoi il était submergé par tant d'émotions. Et ça aurait permis de maintenir la communication, de ne pas partir et de rentrer dans une communication beaucoup plus empathique avec le groupe responsable et authentique. On va en parler. Le challenge ici, il y a un vrai challenge qui, en entreprise, n'est pas très autorisé, Serge. C'est la vulnérabilité. Combien j'ai le droit d'être vulnérable devant les autres? Combien j'ai le droit d'exprimer cette émotion? Et ça, c'est difficile en entreprise, dans la culture de beaucoup d'entreprises, mais aussi de certains pays, Serge. Je pense au Japon. Je suis une fan d'Asie, vous ne le savez pas, mais je pense au Japon où il y a un code d'honneur qui est très fort. Un code d'honneur qui est tellement fort et ancré qui pousse au suicide, puisqu'au Japon, le suicide commence dès l'âge de 7 ans. C'est un truc quand même assez dingue. Et avec le droit à la vulnérabilité et à l'imperfection, et les Chinois appellent ça l'imparfait efficace, j'aime beaucoup ce mot-là, et ben j'ouvre une porte de sortie et j'ouvre à quelque chose de peut-être nouveau dans l'équipe.
Et cet exemple, il nous montre aussi un autre aspect. Il y a le comportement de la bon dirigeant que j'accompagnais, Serge, qui doit prendre de la distance, hein, qui doit réussir à exprimer son émotion pour se redonner la capacité de choisir une autre façon de réagir. Et ça, c'est vrai. Mais il y a aussi l'équipe en face, Serge. Et ça, on peut se questionner sur le niveau de l'empathie de l'équipe, mais tu vas nous en parler tout à l'heure en abordant le point 3. Ouais. Et, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire chez Changeable et comment on va agir dessus? Eh ben, déjà, on va proposer un travail personnel, hein, un travail personnel qu'on peut faire pas obligatoirement avec un coach dans un premier temps, qu'on peut faire tout seul. Et vous avez entendu parler de la méditation. La méditation, c'est ça. La méditation, c'est je vais créer un espace, je viens provoquer un nouvel état intérieur au travers de ce nouvel espace. Ça, c'est un moyen. Et puis, on peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner par un coach ou par un thérapeute, libre à la personne de choisir. Et puis aussi, en atelier, nous, on aime beaucoup expérimenter en équipe pour aller challenger ces comportements entre nous et puis en essayer d'autres. Hein, parce qu'on peut essayer d'autres postures aussi. Et ça, c'est super efficace aussi. On a aussi un autre modèle qui est la communication non violente, qui marche merveilleusement bien pour pouvoir exprimer de façon non violente non seulement son émotion, mais aussi le besoin insatisfait derrière cette émotion et pourquoi elle arrive. Voilà, c'est au travers de travaux, en tous les cas en équipe, qu'on va progresser le mieux dans l'expérimentation et en le faisant dans le cadre du développement, de la collaboration de cette équipe avec laquelle on travaille. Évidemment, tout ça, ça va être profitable pour l'équipe, puisque l'équipe, elle va développer une écoute active, comme on appelle. Et l'écoute active, vous le savez, c'est pas écouter pour plus vite te répondre, mais c'est écouter pour mieux te questionner et aller explorer qui tu es. Donc, c'est quand même une autre dimension de l'écoute. Le développement, pour compléter ce que tu dis, hein, le développement personnel est une des conséquences d'une bonne collaboration. C'est-à-dire que la Ouais. collaboration dans une équipe, on n'a pas besoin d'être parfait pour ça, pour bien collaborer. Par contre, ça va générer du développement personnel parmi les individus. C'est ce qu'on observe. Quand je dis nous, il y a nous, évidemment, mais c'est aussi un certain nombre de gens qui ont écrit dessus, des sociologues notamment d'organisations qui ont observé qu'il y avait une influence forte. Et la cerise sur le gâteau, Serge, c'est le climat social. Le climat social, ce climat de bien-être où chacun peut se dire les choses dans une confrontation saine ça va développer le bien-être, en tous les cas instaurer un mieux vivre au sein de cette équipe et au-delà de l'équipe même. Troisième, donc l'empathie. Si je reprends le deuxième exemple que tu donnais tout à l'heure sur cette équipe, ouais. Qui apporte, ouais. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, mais du point de vue de l'équipe, on pourrait dire, tiens, cette équipe n'a pas été du tout empathique. À aucun moment, en fait, ils se sont posé la question de dire, tiens, est-ce que ce manager-là est OK? Est-ce que si je lui fais ces remarques-là, il va rester, il va être émotionnellement aligné, etc. Voilà, pourtant, il le connaissait. Hein, nécessairement. Alors, ça peut être un choix délibéré, hein, de provoquer une crise dans un codir, par exemple, etc. Évidemment. Mais on peut aussi le voir comme quelque chose qui est utile en fait dans la collaboration pour amener ou ouvrir sur autre chose. Il y a évidemment, et vous le savez mieux que nous, hein, il faut être très vigilant à la rupture de communication, hein, puisque sans communication, il n'y a pas de collaboration. Donc c'est extrêmement difficile. Et donc pour le choix de l'équipe, si c'était un choix délibéré, ou cette non prise en compte finalement de la situation que pouvait vivre ce directeur, ça amène, ou ça pouvait amener une rupture de communication, il y aurait dû avoir de la vigilance. Et donc on voit qu'il y a eu un défaut d'empathie. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit, j'imagine que vous avez plein
Je suis revenue. Ouais. J'étais déconnecté moi également. Voilà. Est-ce que maintenant vous nous entendez? C'est bizarre cette instabilité technique. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Si quelqu'un peut nous envoyer un petit message dans le chat. Oui, c'est super. Désolé de ce contretemps. Emma, je pense, va nous rejoindre dans quelques secondes. Bon, je vais poursuivre. Ouais, il y a une importance à la reconnaissance de la personne. Hein. C'est évidemment le plus fort dans la reconnaissance existentielle. On n'a pas besoin d'être d'accord avec la personne. Déjà, si je vous écoute, déjà, si je vous donne de l'attention, en fait, je vous reconnais en tant que personne. Hein. L'indifférence est horrible. Et puis, il y a un autre élément également qui est l'objectivité. C'est-à-dire que dans l'empathie, pouvoir découvrir ou s'intéresser à la façon dont vit l'autre ou voit l'autre, en fait, m'aide aussi à me dire, tiens, mais ma façon de voir n'est pas unique, et à prendre un peu d'humilité par rapport à ce que je peux défendre comme positionnement, etc. Et donc à rester finalement quelque part assez ou plus objectif. Et puis il y a la question de la place, évidemment, qui est fondamentale dans un groupe à prendre. Hein, et donc préserver la place de l'autre et faire en sorte que je prends ma place, et donc dans l'empathie, évidemment, extrêmement importante. Comment on agit dessus? Je vois qu'Emma ne rejoint pas, mais voilà. Comment on peut agir dessus? Là, il y a un gros travail, quelqu'un en parlait tout à l'heure, gros travail sur l'écoute. Là aussi, ça se fait très très bien en atelier avec des équipes pour apprendre à le faire. Emma, tu nous as rejoint, c'est super. Ouais. On a également pas mal d'exercices d'expérimentation. Moi, j'aime beaucoup faire de l'expérimentation, voire même de l'exploration pour certains, parce que quand on veut changer, nécessairement, on va là où on ne sait pas. Hein. Sinon, ça revient à rester dans sa maison. Hein. Donc, si je veux voyager, je ne vais pas aller dans mon jardin, je vais aller au-delà de mon jardin, et donc potentiellement dans des choses que je ne connais pas. Et donc, je vais explorer, expérimenter. Et en fait, ça amène un certain nombre de ressentis émotionnels qui peuvent être toujours confortables. Ça amène des tensions et des relations un peu difficiles parfois avec ses pairs. Et c'est aussi un élément qui va au contraire pouvoir affermir le lien en fait et tisser un lien encore plus fort en fait avec les membres. Et donc on aime bien nous travailler ces aspects-là en atelier avec les équipes parce que ça c'est extrêmement puissant. Il y a évidemment les processus des rituels d'habituation à mettre en place. Et puis il y a le système de reconnaissance, j'en parlais il y a un instant, le système de reconnaissance est fondamental. Si vous ne changez pas votre système de reconnaissance ou votre modèle de reconnaissance, vous ne changerez jamais de culture, il n'y a aucune raison que ça arrive, personne ne sera incité à le faire, et vous ne développerez jamais l'utilisation des émotions, hormis sur des petites niches où les gens pratiqueront un petit peu, et puis après ça sera oublié, balayé par le mainstream, on va dire, de la culture. Donc c'est voilà, quand on parlait de gestion de projet, vous voyez, de déploiement, etc., là, il y a des choses particulières à mettre en place pour que ça puisse prendre et que ça puisse se déployer. Voilà. Il faut que j'accélère un peu parce que nous parlons beaucoup, mais parler de soi, notamment quand on va exprimer potentiellement des émotions, on l'a rappelé, c'est anti-normes sociales, c'est se mettre à nu, hein, il y a une dimension de pudeur ou de honte ou de culpabilité qui peut se mettre en place. Il n'y a pas d'habitude, ou très peu, quoi qu'il y a des entreprises dans lesquelles c'est plutôt bien, ou dans certains secteurs d'organisation où parfois c'est trop. Et puis il y a une croyance, hein, c'est si je te dis qui je suis, je te donne le pouvoir sur moi, comme si je te disais qui je suis en exprimant simplement mes émotions. Une partie, oui, il n'y a pas tout. Et donc finalement, ça nous amène à dire que voilà, parler de soi, c'est un peu alléger son système d'émotion, son système de protection, pardon. Donc, il faut être attentif et vigilant là-dessus. Et ça m'amène au dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la question de la place. Si je veux influencer
Et encore une fois, tu le rappelais très bien tout à l'heure, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit simplement de prendre ma place. Et que ma place, évidemment, est en interaction avec les autres et que du coup, elle va influencer les autres. C'est normal. C'est aussi pour ça que je fais partie d'un groupe. Eh bien, si je veux influencer le groupe, il va falloir qu'on me fasse la place, il va falloir que je prenne la place, et il va falloir que je fasse de la place aux autres. Et ça, c'est évidemment les exemples types, on en a tous. Hein. Une réunion ou un atelier, il y a une personne qui reste silencieuse. Quand tu lui poses la question, est-ce que c'est OK pour toi, la réponse est toujours oui. Ou bien, bah, de toute façon, mon avis compte pas, ou voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver. Quelle est l'influence sur le contenu, sur le travail de l'équipe? Zéro, nul, rien. Le seul peut-être qu'elle peut avoir, c'est du sabotage, quelque part, un élément négatif. A contrario, alors moi je me souviens dans un codir que j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, le directeur qui dit quelque chose et qui fait un tour et tout le monde consensuellement disait oui, oui, bah, je suis d'accord, d'accord patron, aucun problème. Et puis il y a une personne, et c'était la plus récente d'ailleurs dans son codir, qui dit bah écoutez, moi je pense que non, je suis pas d'accord avec vous. Et là, alors parmi les classiques du codir gros et froid, j'ai senti la tension qui frissonnait hein, parmi tous les corps qui étaient présents dans la pièce. Et finalement, il a pu s'exprimer calmement en disant ben voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Le directeur a pu poser quelques questions. Et puis, on s'en est suivi finalement une discussion où tout le monde s'est ouvert, peu à peu, légèrement. Et évidemment, ben, il n'y a pas tout le monde qui était d'accord avec le directeur. Hein. Et donc, vous voyez, prendre sa place, c'est aussi à un moment dire non, ben, en fait, je ne sens pas cette décision-là ou cette position-là, je ne le sens pas. Et ça, il y a tellement de cas malheureusement où ça n'existe pas, hein, où les gens ont peur parce qu'ils ne sentent pas cette liberté, ils ne sentent pas que voilà. Et quelque part, ils ne prennent pas leur place. Et puis, il y a aussi, Emma, la décision collaborative, tu veux nous en parler? Ouais, oui, alors il y a un outil qui s'appelle la décision collaborative. Et t'en parlais là, dans cet exemple, Serge, où on est dans le consensus. Et cet outil de décision collaborative, il permet tant que tout le monde n'est pas aligné sur une décision, de reformuler la décision jusqu'à temps que chaque personne, en donnant la parole à chacun dans le processus, puisse venir rajouter ce qui lui manque pour pouvoir adhérer à cette décision. Ce mode de décision collaborative, il prend du temps, certes, il prend du temps, mais il permet à tout le monde de s'exprimer. Il permet de réguler les égos dont tu parlais, Serge, hein, parce qu'il y en a qui ont toujours envie de parler plus fort et puis de pousser leur décision. Et là, il permet de réguler les égos. Il permet de donner la place à chacun et de pouvoir exprimer, bah tiens, moi, qu'est-ce qui me manque pour que je sois OK avec cette décision? Et chacun va venir amener sa pierre. Qu'est-ce qui me manque? Et au bout du bout, peut-être que la décision, elle ne ressemble pas à la copie de départ. Et c'est OK. Parce que par contre, tout le monde va se l'approprier. Et là, ça va aller beaucoup plus vite dans la mise en place de la décision. Mais ça ne peut exister que si chacun prend sa place et à un moment assume finalement ce qu'il va ressentir, l'alignement, Bien sûr. pouvoir exprimer, etc. Je suis désolé, avec les petits problèmes techniques, on a pris un peu plus de temps que prévu. Comment nous développons finalement cette intelligence émotionnelle? Bon, on en a un petit peu parlé tout au long, mais ça va être du test jusqu'à de l'accompagnement en passant par un certain nombre de petites choses. Le débriefing, les ateliers, il y a pas mal de petites choses en atelier qu'on travaille et qui sont extrêmement riches et qui produisent beaucoup d'effets. Et puis après, il y a des accompagnements. Voilà, les accompagnements sont en général plusieurs ateliers, plus éventuellement quelques tests, plus éventuellement quelques petites rendez-vous, on va dire, qui permettent d'expliquer, d'approfondir, voilà, et puis de donner corps finalement à la démarche, notamment dans la démarche d'habituation. Si le sujet vous intéresse et vous voulez qu'on aille plus loin, nous on organise des masterclass. Il y en a une donc au mois de juillet sur la thématique des émotions. L'objectif de la masterclass est simple, c'est un effectif réduit, hein, l'inscription est obligatoire et les places sont limitées. On travaille sur un cas réel
soit qui est apporté par un des membres de l'équipe, soit que l'on vous propose, et on réfléchit ensemble à comment vous travailleriez, qu'est-ce que vous feriez, etc. Et nous, on apporte également un petit peu de contenu. Voilà, ça permet à tout le monde de prendre un petit peu de hauteur, de se mettre dans quelque chose de concret. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous voulez vous inscrire, il y a un petit bouton en dessous de votre écran qui s'appelle Inscription Masterclass, je crois. Et donc, vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un message et vous renseignez vos informations et vous l'envoyez. Et puis, nous, on vous répond, on prendra contact avec vous pour la participation à cette masterclass. Est-ce qu'il y a des questions, des réponses qu'on pourrait apporter, des précisions que vous souhaiteriez avoir? N'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas, ouais. On est là pour y répondre. Pendant que vous puissiez les formuler, pour aller plus loin, pour changer plus loin, comme j'aime souvent dire, vous avez donc la webinaire série avec les autres webinaires qui auront lieu. Il y a un sur l'intelligence artificielle la prochaine fois, il y en a un, et puis en juillet, un système de reconnaissance. Il y a les masterclass, donc il y en a un certain nombre qu'on organise régulièrement, et puis il y a les accompagnements formation. Voilà. Si vous avez aimé ce webinaire, s'il vous plaît, à la fin du webinaire, prenez une petite minute pour mettre un nombre d'étoiles, le plus possible, bien entendu. Vous êtes les bienvenus, et puis un petit commentaire. Si vous voulez vous inscrire au masterclass, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Il y a un petit bouton également LinkedIn pour nous suivre en bas de votre écran. Et puis sur Webikeo. Voilà. Je regarde une dernière fois s'il y a des... Non, je regarde. Serge, il n'y a pas de questions. Non. Alors, sur la question du support, envoyez-nous un message et on l'envoie individuellement, le support. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier de votre attention, de votre patience après ces petits problèmes techniques. Ah oui, désolée, je tenais vraiment à m'exoler, j'ai été éjectée plusieurs fois. Pas toi, parce que j'ai été éjecté aussi, donc je pense. Toi aussi? Ah, d'accord. Ok. Merci à tous, belle journée à vous, et puis à très bientôt pour la prochaine. Très belle journée à vous et à très bientôt pour parler d'encore plus des émotions. Sujet passionnant. Merci Emma, à bientôt. Merci Serge, merci à vous. Au revoir.